Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette audition sur le thème des forêts en lien avec les politiques climatiques et le changement climatique. Donc ces auditions s'inscrivent dans l'objectif à la fois des assises de la forêt, mais plus largement de la rédaction d'une proposition de loi un peu cadre sur ce qu'il conviendrait de faire avec les forêts françaises, en espérant que ça puisse faire des émules ailleurs en Europe et dans le monde, puisqu'aujourd'hui le constat est assez accablant sur la gestion des forêts dans ce pays, où on a plutôt une gestion court-termiste, avec des objectifs surtout industriels et de business, d'agro-business, plus que de préservation de l'écosystème et de politiques climatiques qui puissent être ambitieuses. Je vais vous laisser vous présenter respectivement parce que vous le ferez mieux que moi avec le petit papier que j'ai devant moi, et puis ensuite on engagera la discussion pour que vous puissiez nous dire quelle est votre expérience sur le sujet et votre point de vue. Oui, très bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Kelsey Perlman, je travaille pour l'organisation FERM. On est basé à Bruxelles et on travaille sur les politiques touchant aux forêts, si bien à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur. Et donc moi, je me concentre sur les politiques climatiques touchant aux forêts au sein de l'Union européenne. Et donc j'espère apporter la perspective internationale et européenne qui impacte nécessairement les politiques touchant aux forêts en France. Et donc je peux parler de tout ce qui se passe au niveau international avec le groupe international sur l'évolution du climat. On a eu ce rapport sur l'objectif de 1,5 degré. Oui. Et là, il y a beaucoup d'informations cachées un petit peu sur les actions qu'on peut faire sur les forêts et ça a un impact sur l'évolution des politiques climatiques forestières. Donc, je veux bien élaborer un petit peu là-dessus. Et alors, ça veut dire quoi, Fern? Fern, c'est fougère. C'est comme la plante. Okay. Bon, oui, d'accord. Oui. Je pensais que c'était un sigle et en fait, non. Bon, ça m'apprendra. Il faudrait que je révise mon anglais. Bien. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Sylvain Angerand. Je suis ingénieur forestier de formation. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé comme chargé de campagne forêt, puis coordinateur des campagnes pour la Fédération des Amis de la Terre France. Et il y a quelques mois, en fait, j'ai décidé de quitter mon poste salarié pour lancer cette association Canopée, qui est toujours membre de la Fédération des Amis de la Terre, mais aussi de plein d'autres réseaux avec FERM et d'autres, parce qu'on ressentait le besoin, effectivement, de faire bouger les lignes, de faire du plaidoyer sur les forêts françaises, parce que ce qui se passe nous inquiète beaucoup en termes de politique publique. Et alors, plaidoyer auprès des institutions françaises, du coup, particulièrement? Ouais, on va en reparler, mais voilà, ce qui est en train de se dessiner... C'est quoi les cibles? C'est le ministère de l'Agriculture et des Forêts? Oui, bien sûr, mais c'est surtout des stratégies qui sont adoptées, stratégie nationale bas carbone, le plan national énergie-climat, qui fixent des horizons de long terme, 2030-2050, et en fait on voit que ces objectifs de long terme entraînent une très forte surexploitation des forêts, et c'est ce qu'on va expliquer là, et surtout on bosse avec le collectif SOS Forêt, avec des copains du réseau alternatif forestière qui nous font remonter énormément d'alertes du terrain, soit dans des territoires comme le Morvan ou le plateau de Millevaches. On voit des pratiques qui étaient jusque-là, on va dire, marginales, difficiles à quantifier, se développer. Et c'est ça qui nous inquiète. Massivement, oui. Moi, je connais un petit peu le Morvan pour y avoir quelques attaches familiales, par hasard. Il y a aussi la forêt de Mormal. Moi, dans le Nord, je suis député du Nord, qui m'inquiète avec le nouveau plan forestier qui a augmenté les débits de coupe. Et en plus, les coupes dans le réel vont au-delà de l'augmentation prévue par le plan. Au mépris de tout. Personne ne fait rien respecter. L'ONF qui est censé faire respecter est plutôt à la manœuvre des surcoupes qu'autre chose. Donc c'est plutôt inquiétant. On commence par quoi? Par le volet européen, international? Oui, je pense qu'on peut relancer sur plein d'aspects. La France est quand même un gros poumon vert du point de vue de l'Europe. Oui, absolument. Et on voit qu'il y a... au niveau international, au niveau européen, au niveau national, la stratégie nationale bas carbone, ça rentre dans l'optique d'obtenir les objectifs de l'accord de Paris. Et l'accord de Paris est inspiré par les scientifiques qui essayent de nous fournir des informations sur les scénarios de décarbonisation. Qu'est-ce qu'il y a qui est possible avec les terres
pour obtenir l'objectif de 1,5 degré. Et on voit plus globalement les activités réservées dans les forêts, dans le secteur agricole est très très limitée. En fait, on a le reboisement, le boisement et l'utilisation de la bioénergie avec la capture et le stockage de carbone. Donc il y a seulement ces 3 ou 4 volets qui est très très limité quand on pense à ce qui est nécessaire pour protéger la santé des forêts, pour en fait utiliser cet écosystème comme un stock de carbone. Et du coup, on voit que nos politiques reprend ces 2 ou 3 activités sans penser vraiment à d'autres objectifs dans les terres, la biodiversité, le filtrage d'eau. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on cherche à faire du bois pour du bois, quoi. Exactement, c'est ça. On ne se pose pas la question de la forêt, on se pose la question de faire du bois parce que le bois stocke le carbone, point barre. Oui. En fait, on essaie en je sais pas, peut-être que je caricature, hein, dites-moi si... Non, mais en fait, on regarde... la partie le plus importante dans la décarbonisation, c'est dans le secteur énergétique. Et du coup, quand on regarde les terres, on le voit d'une perspective de l'utilisation de l'énergie avant tout. Quand on voit, il y a plein d'usages différents qu'on peut faire du bois. Et du coup, on voit que c'est un contexte assez restreint dans le discours climatique plus globalement. Et du coup, on voit ça au niveau européen. On a la directive des énergies renouvelables et ça pousse à utiliser de plus en plus de bioénergie pour remplacer les combustibles fossiles. Et on voit depuis 2005, il y a une augmentation jusqu'à maintenant et il y a des projections qui visent à augmenter encore plus l'utilisation de bioénergie sans vraiment savoir ce qui se passe dans nos forêts partout dans l'Union européenne. Et on a un vrai problème de santé et de résilience. J'essaie de traduire de ce que je sais. C'est en gros, on ne veut pas que les gens aient des poêles à fuel pour se chauffer. On préférait qu'ils aient un poêle à bois. Oui. Et on fait des pellets, enfin des petits granulés de bois. Mais ces granulés, on les fait avec une surintensification de l'activité forestière, alors que c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire que est-ce que globalement, il faut quand même qu'on utilise plus le bois comme source d'énergie? Il faut qu'on l'utilise moins? Est-ce que c'est la bonne idée? Parce que j'ai vu que l'Office national des forêts, dans mes petites recherches de mon côté, équilibrait ses comptes justement par sa filiale Bois Énergie. En faisant dépeler, en coupant. Et c'est pour ça que la forêt de Mormal est coupée par ailleurs. Et le Morvan, bon, c'est plus pour Noël. Mais... juste pour dire, peut-être Sylvain peut ajouter par la suite, mais l'utilisation du biomasse, du bois pour l'énergie, c'est l'utilisation le moins efficace du bois. Oui. On le brûle et tout de suite on a du CO2 dans l'atmosphère. Oui, spontanément, c'est ce qui me exactement. semblait... et si on compare ça à l'utilisation du bois pour la construction, par exemple, c'est une durée à longue vie. Et du coup, là, on préfère promouvoir, inciter l'utilisation du bois à long terme. Et forcément, ça va avoir des impacts sur la gestion forestière. Oui, on ne gère pas une forêt pour faire des pellets comme on gère une forêt pour faire du bois de construction ou même d'ameublement. Non, c'est pas le même type de bois qu'on va aller chercher. Effectivement, si vous voulez faire du bois de charpente, il va vous falloir de la pleine pièce, il va vous falloir des grands arbres, quoi. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors que si vous voulez faire du bois énergie, que ce soit pour faire des granulés ou des copeaux de bois ou de la plaquette, en fait, n'importe quel arbre y passe. Bon, vous donnez l'exemple des poêles à bois, mais les poêles à bois, c'est pas le principal problème parce que effectivement, il y a un enjeu à faire en sorte que les gens, surtout qui ont des cheminées en milieu rural ou des poêles qui ont un mauvais rendement, aillent vers notamment des poêles à granulés qui ont des rendements aujourd'hui de 90 à 95%. Donc ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça va poser la question de comment on fabrique les granulés, et j'y reviendrai dessus juste après. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des gros poêles à fuel qui s'appellent centrales à charbon à Gardanne et à Cordemais. À Cordemais, c'est à côté de Nantes, qui ont des rendements de 35%. Ça veut dire que si je mets aujourd'hui une unité d'énergie, que ce soit du bois ou du charbon, on va sortir, pour 3 unités de bois qu'on va mettre, on va sortir une unité d'énergie seulement. Tout va partir en fait par la chaleur, on va chauffer les nuages en fait. Et ça, le problème il est là, c'est que le gouvernement est en train, a déjà accordé la reconversion de la centrale de Gardanne en centrale à biomasse et est sur le point de faire la même chose avec la centrale de Cordemais.
Et ça, c'est un vrai problème parce que en termes de volume, c'est gigantesque. Bon. Maintenant, je reviens un petit peu. Je me permets sur les centrales parce que du coup, globalement, le gouvernement s'en sert comme un argument écolo, non? Bien sûr, mais c'est pas le seul gouvernement qui fait ça. Oui. Okay. Mais et surtout utilise le discours de dire c'est neutre en carbone. Aujourd'hui, ce type d'utilisation est considéré comme une forme d'énergie renouvelable. Bon, je détaille pas plus parce que je pense que vous avez des auditions dans l'après-midi, vous allez revenir dessus. Mais c'est pas neutre parce que ça émet tout de suite du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est surtout c'est une mauvaise utilisation. C'est du gaspillage de la ressource. Puisque, je le redis, dans un poêle à bois très efficace, on peut aller à 95%, et de l'autre, on a des centrales à charbon qui ont un rendement de 35%. Donc gaspillage. Et puis en plus, la ressource, le bois, c'est un matériau qui est une ressource fantastique parce qu'il est renouvelable. Mais on confond renouvelable et illimité. La forêt, en fait, aujourd'hui, elle ne peut pas répondre à tous les usages qu'on est en train de développer. D'autant plus qu'il y a un contexte climatique sur lequel je reviendrai aussi. Mais, fondamentalement, on peut imaginer faire des granulés de bois de façon durable, soutenable. Comment ? En s'appuyant sur les scieries. Et pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser du bois pour faire la construction, des maisons et autres, il va falloir transformer le bois des forêts. Premier point déjà, aujourd'hui, quand vous construisez une maison en bois, vous importez énormément, en fait, c'est du bois qui vient des pays du Nord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la forêt française, elle est constituée aux 2/3 de feuillus, des chênes, des hêtres, des érables, et d'1/3 de résineux. Mais la construction bois, les normes se sont développées à partir de bois résineux. Donc des bois qu'on trouve assez peu dans nos forêts françaises. Et donc, en fait, moins cher, plus facile à industrialiser parce que c'est calibré. Oui, parce qu'en vrai, rien ne nous empêche de faire une maison en bois complètement en chêne. Tout à fait. Alors, il y a les moyens, quoi, du coup. Non, il faut avoir les moyens, mais il faut surtout des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez une charpente en chêne avec des nœuds, parce que l'arbre, effectivement, il a poussé, il a été un peu tordu, il a eu des nœuds, il faut mettre des normes derrière pour mettre une garantie décennale. Moi, je ne vais pas acheter une maison où l'architecte pour un bâtiment public ne va pas construire une école si derrière, il ne peut pas mettre une garantie. Donc, il faut des normes. Et ça, c'est des investissements publics qui n'ont pas été faits. Toutes ces normes, en fait, les pays du Nord ou l'Allemagne a investi énormément dans la normalisation de ces produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont si simples à utiliser. Mais c'était facile pour eux parce que leur forêt, elle n'est pas diversifiée. C'est trois espèces d'arbres, l'épicéa, sapin et du bouleau. Mais c'était comme ça avant. C'est pas eux qui ont fait en sorte que ce soit pas diversifié. Non, c'est la nature. Ouais. Nous, elle est diversifiée. Et pour finir ma boucle, du coup, aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est de développer, d'essayer de copier le modèle de ces pays du Nord et d'avoir des grosses scieries de résineux, comme on a dans l'Est de la France, qui se concentrent et qui vont, du coup, avoir un impact sur la forêt, parce qu'elles veulent transformer du résineux. Or, la forêt, on n'a pas tant que ça. Et c'est ce qui alimente ce mécanisme de coupe-rase, où on coupe les feuillus pour mettre des résineux. Et pendant ce temps-là, toutes les petites et moyennes scieries qui maillent les territoires ruraux, qui pouvaient transformer les bois directement des forêts, qu'ils aient quelques défauts ou autres, elles sont capables de le faire, mais elles sont en train de se casser la figure. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est quand vous transformez un bois dans une scierie, vous avez un rendement matière entre 50 et 60%. C'est-à-dire que si je mets 1 mètre cube de bois, je vais en sortir la moitié pour faire effectivement la charpente ou autre chose, et le reste, c'est ce qu'on appelle des coproduits de scierie. Et pendant des années et des années, les scieries, en fait, elles n'avaient qu'un seul débouché, c'était l'industrie du papier. Ouais. Et elles étaient hyper dépendantes, elles avaient la corde au cou. Parce que dans l'équilibre économique de la scierie, c'est hyper important de vendre ces produits-là. C'est presque la moitié du produit. Et aujourd'hui, en fait, il peut y avoir d'autres débouchés, justement, pour faire fonctionner les granulés pour la chaudière du village ou autre. Mais le problème, c'est que c'est limité ce gisement. Donc, moins vous transformez de bois parce qu'on importe, moins vous en produisez du coproduit. Et non seulement c'est limité, mais on développe massivement la demande avec ces centrales à charbon, avec l'idée de maintenant faire du bois pour faire des biocarburants avancés, c'est transformer du bois pour faire rouler les voitures. C'est le projet Saint-Dièse au-dessus de Bure. D'accord. Okay. Voilà, ça existe. Au-dessus de Bure, ils sont en train de raser les forêts pour transformer le bois, le liquéfier et en faire du carburant. C'est le procédé Fischer-Tropsch. Je savais même pas qu'on pouvait liquéfier le bois, mais d'accord. Et on peut en faire du biogaz, on peut en faire plein de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la bioéconomie. Mais la bioéconomie, elle n'a de sens que si on fixe une limite. Renouvelable, oui, mais avec une limite. Voilà, on aura l'occasion de revenir dessus, je pense. Ouais. Et ce mouvement-là, il est européen, globalement? J'imagine qu'on n'est pas... Oui, tout à fait. On s'inscrit dans la norme
moyenne du business, de l'agro-business, quoi. Oui, Sylvain parlait de normes. Et maintenant, au niveau européen, on a, comme je vous ai dit, la directive des énergies renouvelables. Ça fixe un objectif. Comme Sylvain l'a dit, la bioénergie est classifiée comme renouvelable. Et le choix de l'appeler neutre en carbone, c'était un choix politique. Parce qu'on sait très bien, quand on brûle le bois, tout de suite on a du CO2 dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre. Et du coup, parce qu'on faisait un peu des maths un peu simplifiées, on disait ça va repousser sans vraiment regarder l'état de nos forêts. Et puis on voit maintenant de plus en plus dans des zones protégées en Europe, on a une dégradation énorme. On cherche dans les dernières forêts primaires du bois justement pour le brûler dans les centrales à biomasse, pour les vendre ailleurs. Donc on voit vraiment une crise. On a entendu parler en Allemagne avec la sécheresse, la santé des forêts est en question. Et du coup c'est la même chose en France. On a une augmentation de l'industrialisation de la forêt à cause d'une demande plutôt pour l'énergie et moins pour la protection de l'environnement. Donc il n'y a pas du tout un équilibre au niveau européen et international pour la protection de l'environnement. Du coup, on va comment il faut qu'on fasse? Parce que moi, j'ai posé une question au gouvernement, au ministre, je l'avais peut-être vu passer d'ailleurs, si vous étiez curieux de chercher, sinon je vous invite à le faire, mais il m'a répondu et je me suis pris un petit article dans le JDD en disant que je racontais n'importe quoi sur les forêts et qu'il n'y avait jamais eu autant de forêts en France. Voilà, et notamment de forêts privées. En gros, de forêts laissées à l'abandon quasiment ou pas entretenues par des propriétaires privés qui le laissent là. Qu'est-ce qu'on fait de ces zones-là? Il faut qu'on les laisse comme ça en friche en se disant finalement c'est bien aussi que la forêt fasse un peu ce qu'elle veut, que la nature fasse un peu ce qu'elle veut. Est-ce qu'il faut qu'on y mette les pieds? Est-ce qu'il faut qu'on organise? Est-ce que c'est potentiellement un endroit où il faudrait qu'on retourne? Parce qu'en théorie, en plus, c'est sous le contrôle de l'Office national des forêts. Pas pour les forêts privées, oui, effectivement. Et elles ont un droit de regard, mais bon, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est une piste aussi pour. En fait, ce qui est compliqué quand on parle de forêt, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de forêt en France. Depuis Colbert, en fait, seuls les forestiers ont le droit de parler de forêt. Et quoi qu'on dise, on se trompe. Ou alors, effectivement, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, la forêt, c'est simplement du bon sens, quoi. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui en France, il y avait une première partie, est-ce que les forêts continuent à s'étendre en France? Historiquement, oui, c'est vrai que sur les dernières décennies, la forêt a gagné beaucoup de terrain. Après la guerre, c'était avec des reboisements massifs, surtout en zone de montagne. C'était le Fonds français pour le reboisement, qui a depuis été arrêté, et que la filière bois aimerait bien revoir revenir. Parce que derrière, on parlera, j'espère, du système associé à la plantation d'arbres. Bon. Mais essentiellement, elle a gagné du terrain à cause de la déprise. Je vais essayer de faire court. Voilà, mais relancez-moi là-dessus, c'est important. C'est la déprise agricole, en fait, qui fait que les forêts ont gagné énormément de terrain. Mais ça explique aussi, ça a pour conséquence que les forêts françaises, elles sont jeunes. C'est les forêts qui ont gagné du terrain sur les terres agricoles. Plus de 80% des forêts françaises, elles ont moins de 100 ans. Et on en revient à la question climatique. C'est que ces forêts-là, elles ont un énorme potentiel encore pour pouvoir stocker du carbone. Nous, on est en train de faire tourner, on est en train de travailler là-dessus, de faire tourner un modèle pour essayer de voir un peu ce qu'on pourrait faire, proposer un autre scénario pour la forêt française. Première chose, déjà, on se rend compte que si on arrêtait aujourd'hui d'exploiter dans toutes les forêts françaises, en 2050, on n'aurait toujours pas l'équilibre dans les forêts. C'est-à-dire que les arbres, ils n'auraient toujours pas atteint le volume, la quantité de matière, de carbone qu'on a dans une forêt à l'équilibre, une forêt primaire. Donc on est très très loin de ça, très très loin. Et donc, c'est là où ça serait intéressant, c'est qu'en même temps, le GIEC nous dit, il y a urgence. Dans les prochaines années, là, dans les 10 ans, il faut absolument éviter de mettre du carbone dans l'atmosphère et au contraire, essayer d'en stocker plus dans les écosystèmes. Et donc les forêts pourraient nous aider. Mais nous, on est en train de faire l'inverse. On est en train de faire l'inverse. Plutôt que de laisser les forêts vieillir, on est en train d'intensifier la gestion forestière et de couper davantage de bois. Donc comme on a commencé à se dire, si le bois il va dans la construction, allez, il y a un stockage, il y a un effet de substitution parce qu'on utilise ce matériau plutôt qu'un autre, mais si c'est pour le cramer et le mettre dans l'atmosphère, on a un problème climatique. Et je conclus juste là-dessus, sur le fait que c'est pas nous qui le disons.
Il y a plus de 700 scientifiques qui ont écrit à la Commission européenne en janvier 2018 en disant « On est en train de se planter, le bois énergie nous plante ». Il y a 2 semaines, les ACEAC, donc c'est la réunion des académies des sciences au niveau européen, dit clairement les ACEAC a rappelé à plusieurs reprises que les effets climatiques de la substitution du charbon par de la biomasse forestière augmentent fortement le risque de franchir les seuils limites d'augmentation de température définies par l'accord de Paris. On est en train de se planter, on est en train de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. On est en train de se planter. Bon, bref. Du coup, on reviendra après. Sur la plantation. Oui, je pense que c'est important de clarifier sur ce point, sur l'agrandissement de la couverture forestière. Parce qu'au niveau européen, c'est vrai, la couverture forestière s'agrandit, mais en même temps, on a le rapport qui est sorti en mars de cette année du plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui constate qu'il y a une dégradation de toutes les forêts partout dans le monde. On a une crise de biodiversité et il faut y répondre. Donc si on a une intensification d'un côté des forêts hautes en biodiversité et que par la suite on commence à replanter des arbres en plantation qui va avoir peu de biodiversité, c'est une autre crise à part la crise climatique qu'on va faire face. Donc il faut garder ça en tête. C'est pas juste une question de quantité, c'est une question de qualité aussi qu'il faut y répondre. Bon, et techniquement, on saurait faire ça? Bien sûr. C'est la question au fond, parce qu'à la limite, on pourrait se dire, techniquement, c'est raté. Donc, Techniquement, on sait faire beaucoup de choses. C'est pas ça le souci. Et justement, nous, les modélisations qu'on est en train d'essayer de faire tourner, c'est de se dire, ok, on laisse une partie des forêts françaises en libre évolution. C'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Pas du tout? Non, pas du tout. On estime que la part, on pourrait aller jusqu'à 25%. Alors, pour des raisons écologiques et aussi simplement parce que déjà, il y a une grande partie de ces forêts qui ne sont pas exploitées. Vous le disiez vous-même, il y a plein de petites forêts qui ne sont pas exploitées, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles, soit parce qu'elles sont sur des zones humides, soit parce que les gens ne savent pas. Bon, grosso modo, nous, on essaie de faire tourner le truc en disant 25% qu'on laisse, on ne touche pas, mais il faut bien le répartir. Il ne faut pas que ce soit juste dans les zones de montagne ou dans les zones escarpées. Il faut mettre un peu partout, avec des tailles différentes, des grands massifs de forêt qu'on laisse en libre évolution parce que du coup on va avoir une biodiversité spécifique, mais aussi au sein des forêts gérées, laisser des îlots de forêt qu'on ne touche pas parce que ça fait aussi un intérêt pour la biodiversité et ça permet une connectivité. Donc 25% de la forêt qu'on ne touche pas. Ensuite, on a qualifié 3% de la forêt, ce qui nous semble être en impasse sylvicole, c'est-à-dire des forêts qui sont bloquées aujourd'hui, qui ont des problèmes d'accroissement. Mais ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'effectivement c'est des peuplements qui sont pauvres, parce qu'on a planté des épicéas qui sont des arbres de montagne en plaine, et donc il faut en faire quelque chose. Du Douglas. Le problème du Douglas, oui, c'est ça, c'est que planter des arbres au mauvais endroit. Ceux-là, effectivement, c'est la seule exception pour laquelle on se dit, là, peut-être ça vaut le coup de couper et de faire autre chose à la place. L'autre chose, on pourra en parler. Mais c'est que 3%. Et surtout, ça répond bien à les conditions, c'est qu'aujourd'hui, la filière bois utilise l'argument de dire il y a plein d'impasses sylvicoles pour pousser des modèles économiques nouveaux. Je vais vous donner l'exemple de Neosilva, qui est une entreprise qui s'est créée en Pays de la Loire et qui propose un clé en main aux propriétaires forestiers de racheter leur forêt en impasse sylvicole, sans jamais définir ce que c'est, et de dire on vous coupe tout ça. On a un accord avec des banques publiques, des pouvoirs publics ou des banques privées qui vont investir. Nous, on plante des arbres à croissance rapide. Dans 40 ans, on récolte. Et vous n'allez pas attendre 40 ans. Vu qu'on a des financements qu'on a été chercher à côté, on a créé une forme de modèle économique là-dessus. Vous recevrez de l'argent tous les ans. Et donc, on est en train de financiariser en fait la gestion forestière. Et du coup, récolter des arbres à 40 ans, c'est catastrophique pour le climat et pour la biodiversité. Et le troisième point de ma démonstration. Pour la qualité du bois. Et pour la qualité du bois. C'est pour faire du bois énergie, c'est pas pour faire très peu de bois d'œuvre. Le Douglas, je faisais une petite parenthèse, mais le Douglas, c'est ce qu'on fait quand même là. Alors, 40 ans, 50 ans, on le récolte quoi. Le Douglas me fait la transition avec le troisième volet. On laisse une partie en libre évolution, une partie en impasse, et une partie qu'on gère, on gère la forêt. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que justement, pour éviter de déstocker massivement quand on fait une coupe rase, eh bien, on gère à couvert continu. On ne rase jamais. Et en fait, on récolte les arbres quand ils arrivent à maturité. Et c'est pour ça, quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de planter. En fait, dans une forêt, quand vous récoltez un grand arbre, ça fait un puits de lumière, et vous avez les jeunes pousses qui prennent le relais. Et à aucun moment vous plantez. Si vous plantez, c'est que vous êtes planté.
c'est que vous avez cassé l'écosystème. Quand on plante, Je la retiens. Je la note. c'est très important parce que c'est une image qui est complètement plantez, c'est que ancrée. vous êtes planté. Un arbre C'est coupé, bien. pour un arbre coupé, 5 arbres plantés, ça veut rien dire d'un point de vue forestier. Ça veut rien dire. En fait, ça veut dire quelque chose pour une certaine forme de gestion forestière qui consiste à dire on rase la forêt, on plante, et dans 40 ans, on va tout récolter au même moment et on va replanter. Oui. Mais dans une Faut forêt faire bien de gérée. l'affichage de com en disant que bon voilà. Et surtout, on pousse l'industrialisation. Et surtout, on déstocke massivement du carbone, ce qu'on ne peut pas faire. Et dans ce cadre-là, le Douglas peut tout à fait être géré, y compris dans des des territoires comme le Morvan, en couvert continu, en mélange avec d'autres espèces. C'est un des arbres sur lesquels on a les meilleurs retours en fait dans le Jura. Moi, j'ai visité des forêts magnifiques, jardinées, en couvert continu, avec des hêtres mélangés avec du Douglas. Et ça peut marcher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aide Douglas pour le Morvan, c'est pas terrible, non? en monoculture, c'est une catastrophe. Voilà. Après, dans le Morvan, il y a justement des groupements forestiers qui se sont mis en place pour faire évoluer ces monocultures en réintroduisant en mélange des feuillus. Et ça, c'est intéressant. Mais sauf que c'est pas aidé par les pouvoirs publics, alors que les coupes rases le sont. Le coût du bois, il dépend aussi de l'essence et de sa vitesse de croissance, Oui. La maturité, ce qu'on peut en faire, ses propriétés aussi mécaniques et techniques à la fin. Du coup, le chêne est quand même un peu plus cher que le Douglas. Si vous voulez faire une mise en chêne, je reprends mon exemple. Mais moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est que je sais que dans le Nord, ils ont essayé de réintroduire modestement une petite filière autour du peuplier. Oui. Pour la construction. Oui. Et c'est très bien. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de foutre du Douglas ou d'importer du Douglas si on fait du peuplier. Est-ce que c'est cette réflexion-là qu'on doit avoir partout en France et en Europe, de se dire il faut trouver la bonne essence avec le bon endroit et revenir aussi, reformer les personnes qui sont dans la construction à utiliser pas juste du bois classique, résineux, coupé tout le temps à la même dimension. Je sais pas, Alors le peuplier, c'est pas l'exemple que j'aurais pris en premier parce que le peuplier pose d'énormes problèmes quand il est cultivé en bordure de rivières et autres, en forme de plantation, ça pose quelques problèmes de biodiversité. C'est pas vraiment un arbre forestier, le peuplier. On en a besoin et on a besoin de mieux gérer les peupleraies parce qu'effectivement il a des qualités intéressantes. Mais un bon exemple que j'aime bien donner dans le Nord ou dans l'Est de la France, c'est le hêtre. Le hêtre, c'est l'arbre quand la forêt elle est mature, c'est les arbres qui arrivent. Au bout, c'est l'arbre de la forêt primaire, le hêtre, quoi. Les plus vieilles forêts d'Europe, c'est des forêts de hêtre. Bon, le hêtre aujourd'hui, son cours, il est en train de plonger. Il n'y a plus de marché parce qu'effectivement, on n'arrive plus économiquement, on n'arrive pas à trouver des débouchés. Et il y a un débouché, qui a été développé dans le Nord. Plutôt que d'utiliser des bois exotiques en extérieur pour faire des terrasses, parce qu'ils sont plus durables, et en fait, il y a un procédé qui a été développé et qui permet de chauffer le hêtre. Genre le torréfier. Le torréfier exactement, et de le rendre en fait naturellement beaucoup plus durable pour une utilisation extérieure. Voilà. En termes de rendement énergétique. J'ai une terrasse à faire chez moi, j'y pense. Et voilà, allez regarder sur du hêtre. Font les escrocs de par chez moi qui font des. Bon bref. Et voilà. Mais c'est une vraie solution. Évidemment qu'il ne faut pas torréfier tout le bois parce que c'est un certain coût énergétique, mais ça reste raisonnable et surtout ça évite d'importer des bois exotiques extérieurs et ça valorise un arbre de forêt primaire. Et donc si vous avez des débouchés pour faire du hêtre, les propriétaires forestiers, l'ONF va être incité à laisser les hêtres grandir et pousser. Ouais, bien sûr. Et c'est là où on arrive à faire une jonction entre l'économie et l'écologie. Si vous n'avez pas de débouché pour le hêtre, qui est un arbre de la forêt primaire, vous n'aurez pas de forêt primaire. Si le seul débouché, c'est pour aujourd'hui faire du peuplier, du Douglas, de l'eucalyptus, qui est en train d'arriver en France, ou de l'épicéa, vous avez des forêts qu'on ne coupe pas 40 ans en monoculture. Mais le hêtre, il sert que à faire des terrasses en extérieur. Il a plein d'usages. On peut faire de la menuiserie, on peut faire des escaliers, on peut faire du parquet magnifique. Mais c'est vrai que ça pose la question. Moi aussi j'ai construit ma maison et on a poussé les Leroy Merlin, Castorama et autres à proposer davantage de produits en bois local et ils commencent à le faire. Il y a 10 ans ils n'avaient pas de chêne français transformé en France. On trouve toujours pas de hêtre malheureusement dans ces magasins, mais ça commence à se faire. Et ce qu'on peut faire savoir justement, c'est que maintenant moi je vais me fournir directement chez les scieries qui font du parquet. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des bois locaux. Et il y a de plus en plus de scieries. Alors j'en connais beaucoup dans le centre de la France, en Bourgogne, qui commencent à développer la vente directe aussi vers les particuliers pour garder la valeur ajoutée et pouvoir transformer des bois locaux.
Il y a aussi les scieries mobiles qui sont quelque chose de fantastique qui se développe. C'est-à-dire que la scierie va dans la forêt et on transforme le bois directement dans la forêt. Rien à voir avec les grosses machines qui coupent les Douglas, qui les débitent. Les abatteuses, ouais, effectivement. Rien à voir parce que là, on rase tout, justement, et on compacte les sols. En fait, la scierie mobile, c'est quelque chose que vous amenez en forêt. Et il y a un bûcheron qui va couper un gros chêne, par exemple, qui ne pourrait même pas être transformé dans une scierie parce qu'il faut des lames importantes, et qui va le débiter en planches en fonction, par exemple, des demandes des villageois. Ou des gens qui sont... Il y a un marché qui se fait, moi j'ai besoin d'une poutre de 2 mètres, machin. La scierie mobile, elle arrive et elle transforme et elle débite tout sur place. Elle choisit son arbre et elle transforme. Voilà. Donc là, on a l'exemple même d'une intelligence mise au service de... Voilà. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas aidés. Il y a des subventions publiques pour les abatteuses, vous en parliez. Il y a des subventions publiques. Les régions ont énormément poussé à acheter des abatteuses avec des subventions de l'ordre de 30 à 40% au moment des tempêtes en 2000. Donc les entrepreneurs de travaux forestiers, les bûcherons, ont acheté énormément d'abatteuses. Sauf que la batteuse, après, il faut la rentabiliser. Et donc les gens, ils sont obligés de se tuer au travail et à utiliser des abatteuses qui forcément entraînent des coupes rases parce que la batteuse, c'est pas fait pour faire de la précision, quoi. Et il y a des gens qui sont pas fiers de leur métier, de ça. Nous, on a croisé le dimanche qui travaillaient sur leur abatteuse en forêt. Ils préféraient faire autre chose, mais sauf qu'ils ont l'accord de coût. Donc il y a aussi une responsabilité du pouvoir public à voir où on met l'argent. Et quand on subventionne l'utilisation d'abatteuses, on subventionne une certaine gestion forestière. Et il nous manque cette expertise forestière au niveau européen. La foresterie n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais le climat et l'environnement sont des priorités. Et du coup, quand on peut utiliser le débouché de la biodiversité, la stratégie de la biodiversité qui est en train de se développer au niveau européen, pour essayer de rajouter un peu plus cette expertise pour parler d'une diversité d'espèces, pour préserver certaines fonctions écosystémiques. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est à la France, à chaque pays État membre de... En gros, c'est quoi les gros pays forestiers en Europe? Donc on a la Suède, la France, l'Allemagne, l'Italie, sont les plus gros, l'Espagne aussi. C'est aussi les plus gros pays de l'Union européenne, par ailleurs. Oui, exactement. Et ils sont tous en train... Il n'y a pas de compétences personnelles. Pardon. Tout le monde est en train de perdre un peu ses compétences sur la gestion forestière. Non, c'est juste pour dire que c'est pas à l'Union européenne de dire exactement quelle espèce on doit planter en France ou en Espagne. Ça me semble oui, normal. mais c'est un objectif global de préserver la santé des écosystèmes. C'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que tous ces pays dont j'ai fait référence sont en train de baisser leur stock de carbone. Donc ils comptent tous couper leurs arbres pour atteindre entre guillemets leurs objectifs climatiques. Et c'est quoi les modèles des différents pays sont en train de converger du coup vers un modèle d'agrobusiness hyper intensif? Aujourd'hui, le cadre européen des énergies renouvelables, en fait, fixe des obligations d'atteindre des objectifs d'énergie renouvelable. Vous pouvez le faire de façon complètement différente. C'est comme les éoliennes. Vous pouvez faire le meilleur comme le pire. Oui, mais ils ne fixent pas des objectifs de stockage du carbone. Ils fixent des objectifs d'énergie renouvelable. Exactement. C'est le biais qu'on a. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une directive qui incite à exploiter. On n'a aucune autre directive qui incite à protéger. C'est bien là le problème. Et celle qui incite à exploiter les énergies renouvelables. Évidemment que nous, on est pour les énergies renouvelables, mais elle ne fait pas la distinction entre les différentes formes d'énergie renouvelable et les impacts qu'elles ont. Je vous donne l'exemple des éoliennes ou des panneaux solaires. Elle ne fait pas la distinction qu'on met des panneaux solaires sur les toits des bâtiments ou qu'on fasse des centrales au sol ailleurs. Et sur le bois, c'est pareil. Elle ne fait aucune distinction entre des méga projets industriels ou du bois qui est vraiment issu de résidus de scierie. Et le problème, c'est que le bois, les bois énergie, c'est la moins chère des énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus de 65% des énergies renouvelables, c'est le bois. Et plus on augmente les objectifs d'énergie renouvelable, plus on crée un appel d'air en forêt. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas renoncer aux énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il faut mettre des critères très clairs et ça, pour s'assurer que ça n'impacte pas les forêts, parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a rien qui les protège. Petite précision sur la directive de l'utilisation des terres, affectation des terres et de la foresterie, au niveau européen, on a un objectif, c'est de ne pas transformer tous nos sols et nos terres en émetteurs de CO2. Donc c'est très très faible comme objectif politique. Oui. Donc en fait on n'a pas d'objectif, comme Sylvain a dit, d'augmenter la protection des forêts, mais en même temps on a cette incitation d'utiliser de plus en plus de bioénergie. Voilà. Et l'accord, ça c'est la Commission européenne, l'Union européenne, bon ils sont en dessous de tout, mais bon c'est pas le seul sujet. Mais au niveau de l'accord de Paris, du coup, ils
n'y avait pas un volet un peu plus contraignant ou incitatif ou qui est plus subtil que ce qui peut être fait en déclinaison de directives européennes? Les scénarios de décarbonisation qui sont présentés par le GIEC sont repris par l'Union européenne pour créer leur stratégie bas carbone, qui est ensuite repris par la France. Et tous ces scénarios... C'est que le GIEC s'est planté, c'est ça? Non. Oui, en partie. On peut le dire, c'est pas grave. Parce que ils font un bon boulot, mais ils peuvent aussi se planter. Il y a des actions très restreintes qui sont prises dans la modélisation des scénarios. Donc on peut, comme j'ai dit au début, on peut replanter où il y avait des zones de forêt auparavant, on peut faire des plantations d'arbres où il n'y avait rien auparavant, ou on peut utiliser de la biomasse. C'est les 3 actions possibles qui sont dans le modelage de GIEC. Et ça veut dire que la conservation des forêts, le changement de gestion qui est le plus important, c'est de ça qu'on parle depuis 20 minutes, n'est pas repris dans le modelage de comment on va arriver à 1,5 degré. Donc la conception des terres a contribué à des problématiques climatiques est très très contrainte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GIEC ne rentre pas dans les détails. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de scientifiques du GIEC, tous ceux qui ont écrit pour dire qu'il y a un problème avec la biomasse, ils parlent bien de ce développement massif. On pourrait faire de la microbiomasse avec les déchets de bois et autres, et ça serait éligible. Et ça, le GIEC, c'est pour ça qu'ils disent, bah oui, ça peut marcher sous certaines conditions. Sauf que ces conditions, elles sont définies politiquement, elles sont définies par des directives et autres. Et on n'a pas de directives qui incitent à protéger les forêts pour la biodiversité, qui interdisent les coupes rases, qui promettent... Parlant de coupes rases, ouais. Si j'ai bien compris, c'est qu'on est quand même un des derniers pays à autoriser les coupes rases et que vous les ont interdites. Alors, je dis une connerie. Non, il y a des pays qui ont interdit, comme la Suisse notamment. La coupe rase en elle-même, c'est un peu comme la biomasse. C'est-à-dire que j'entends déjà nos amis de la filière bois dire « Ah, la coupe rase, parfois il en faut ». Oui, dans quelques cas, quelques exceptions où le peuplement il n'y en a pas, où on a mis des épicéas en plaine et c'est dépérissant, bah oui, il n'y a qu'une solution, c'est de couper et laisser la nature revenir. Voilà, bon. Et le problème, c'est que l'exception devient la norme pour, comme dans le Morvan, comme sur le plateau de Millevaches, raser des forêts de feuillus qui pourraient tout à fait continuer à croître et absorber du carbone pour mettre des modes de culture de résidus à croissance rapide. Donc c'est pas la coupe rase en elle-même le problème, c'est encore une fois le fait que ça devienne quelque chose de majoritaire. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, il y avait une coopérative qui s'appelait la CAFSA, qui était dans les Landes, en fait. La coopérative agricole et forestière du Sud-Atlantique. Dans les Landes, c'est très particulier. C'est de la plantation, en fait. C'est vraiment l'endroit où on a un système, on plante, du pain maritime, on arrive au bout de 40 ans, on rase et on replante. Voilà. C'est là où vous avez le cœur du problème. Et bien cette coopérative, en fait, au fur et à mesure des années, elle en a grignoté et concentré d'autres. Et aujourd'hui, elle s'étend de Bayonne jusqu'en Bretagne. Et elle amène avec elle les pires de ses pratiques. Les pires de ses pratiques, c'est que non seulement on récolte de l'arbre, mais on récolte aussi la souche de l'arbre. Donc on va récolter tout. Et ça, on est en train de casser les sols, de casser la biodiversité pour brûler, pour en faire du bois énergie. La souche, la souche. Les souches et... La souche et les fins rameaux aussi de l'arbre. Mais l'ONEF le fait également. C'est que tout l'arbre est aujourd'hui transformé. Mais que ce soit dans la souche ou surtout dans les fins rameaux, c'est là où se concentre la fertilité. C'est au bout des rameaux qu'il y a la fertilité. Donc si vous exportez tout de la forêt, vous appauvrissez les sols. Et donc là, vous menacez l'avenir des forêts. Et c'est la même chose avec le fait de raccourcir l'âge d'exploitation des arbres. Les arbres, en fait, quand ils sont jeunes, ils sont très gourmands. Ils pompent énormément d'eau, de minéraux et autres. Et c'est seulement quand la forêt arrive à un certain stade de maturité qu'il y a un bon rendement climatique finalement. Oui, surtout que les sols arrivent à refonctionner, que l'humus se recrée et que du coup on arrive à un équilibre minéral. Et donc là on peut exploiter les grands arbres sans déséquilibrer les sols. Mais si vous faites que de prélever des jeunes arbres à 40 ans, vous exportez la matière. Et on finit par mettre des pesticides. Exactement, des engrais. Et les pesticides, c'est bien souvent parce qu'effectivement on veut faire table rase. Ah oui, mais il y a de la végétation concurrente qui arrive. Glyphosate, voilà. Quelle est la part d'utilisation du glyphosate aujourd'hui dans les forêts? On nous dit toujours, vous caricaturez avec ça, vous nous embêtez. Moi, je vois qu'une chose, il y a 70 pesticides autorisés en forêt en France aujourd'hui, et j'ai aucun chiffre en face d'utilisation. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de transparence. Et effectivement, on a des remontées.
On a le cas l'année dernière dans les Landes où un apiculteur qui avait ses abeilles qui sont aventurées un peu trop proches des forêts se retrouvait toxiquées au glyphosate. Ça existe. Voilà, donc transparence, et on n'a aucune raison d'utiliser des phytosanitaires ou des engrais en forêt. Comment ça se passe ailleurs en Europe où pareil, ils passent au phyto à fond L'utilisation de l'engrais, ça se retrouve dans d'autres pays aussi. J'ai pas les chiffres en tête, donc je veux pas dire des bêtises. Mais on voit de plus en plus avec des plantations de monoculture que là, on fait recours à des engrais pour faire pousser des arbres, qui est absolument... ça fait pas du tout sens. Ben non, ça me paraît idiot, mais... Ouais. Mais justement, quand on parle seulement de boisement et pas de gestion de forêt, on arrive à ces pratiques. Bon, alors comment on fait? Alors comment on fait? C'est ça la question. C'est bon pour les plantations ou faut qu'on y revienne? Je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est que si on peut faire passer un message, quand il y a le mot plantation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Enfin, je caricature un petit peu, mais une forêt bien gérée, une forêt, on n'a pas besoin de planter. C'est vraiment pour restaurer des écosystèmes cassés. Voilà, donc pour faire de l'agroforesterie si on veut, parce que dans l'agriculture on a besoin de planter des arbres, mais en forêt, théoriquement, on n'a pas besoin de planter des arbres. Je regarde les visuels. Pendant que vous regardez juste... Non, mais c'était juste pour dire que dans la stratégie jusqu'à 2050, là on voit une augmentation de l'utilisation de la biomasse. C'est un grand problème. Et je reviens sur le point de l'expertise forestière. Oui. Donc il faut absolument que les États membres prennent en charge une gestion plus durable des forêts et de pousser au niveau national, mais aussi au niveau européen, un projet de restauration des forêts. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet d'une gestion durable pour préserver les écosystèmes et aussi de créer une économie de bois durable. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on voit. Quand on est en train d'augmenter l'utilisation de bioénergie, on est en train de baisser la potentiel d'utiliser le bois pour autre chose. Et on sait que oui, c'est une ressource renouvelable, mais dans le temps, il faut quand même prévoir la protection des forêts, oui, une forêt saine avec des gros arbres, et c'est pas en utilisant la biomasse qu'on va promouvoir une gestion adéquate. Et du coup, à l'échelle de l'Europe, on sait, il y a encore des pays qui sont vertueux là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'on restaure 50% de la surface potentielle des forêts en Europe? Est-ce que la France peut être moteur là-dessus? Est-ce qu'on a partout des modèles qui sont en train d'être privatisés? Est-ce qu'on a encore des secteurs publics forts? C'est quoi les points d'appui qu'on a? La quantité de secteurs privés est différente selon les États membres. Mais on voit que la stratégie de biodiversité jusqu'en 2020, on avait des objectifs, ils étaient volontaires, et on n'est pas en train d'arriver à obtenir la quantité de terres préservées, les objectifs de biodiversité, on n'est pas sur la bonne route en fait. Et donc on va reprendre avec la nouvelle commission, le nouveau gouvernement au niveau européen, de retravailler ce sujet, de comment est-ce qu'on va arriver à atteindre les objectifs climatiques au même temps que les objectifs environnementaux. Donc je ne peux pas dire qu'il y a des pays qui proposent des bonnes solutions. Juste en petits villages, dans certaines régions, oui, il y a des bonnes pratiques, mais pas au niveau national. Et du coup, c'est quoi là, avec la nouvelle commission? C'est plutôt bon signe, mauvais signe, moyen signe? Oui, maintenant on a le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui a annoncé lors du sommet de l'ONU à New York qu'il veut pousser une initiative de reforestation. C'est pas tout à fait le bon mot, mais ça veut dire qu'il y a une attention sur la protection des terres. Et ça, c'est une bonne avancée qu'il faut poursuivre pour sortir de cette concentration sur la bioénergie. Mais globalement, on a quand même une difficulté, dites-moi si je me trompe, mais vu qu'on a quand même un modèle économique européen qui met au-dessus de tout la concurrence libre et non faussée, que là, on a besoin quand même d'un interventionnisme étatique pour gérer ça, de structurer des filières, d'avoir un secteur public fort. Est-ce que c'est jouable au fond au vu de la hiérarchie des normes économiques en vigueur? Je pense que
au fur et à mesure que le sujet du climat et de l'environnement prend de l'importance dans la société civile européenne, on a la possibilité de changer la manière d'intervenir dans les forêts. Donc, moi, je pense que l'Europe peut Ne vous inquiétez pas pour la sonnerie, hein, c'est parce qu'il y a la séance de 15h qui arrive, et 7 minutes avant, ça sonne. L'Europe est une partie de la solution. L'échelle européenne, l'Union européenne, la Commission. L'Union européenne. Après, les directives, elles se prennent toujours à 3 entre les États membres, le Parlement. On va pas discuter de ça, mais si je prends l'exemple de la question de la pollution des rivières et des engrais et autres, heureusement que l'Europe était là pour tanner la France, parce que la France, en fait, est sous pression des agriculteurs et n'arrive pas à débloquer les choses. Et sur la forêt, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe pousse les États membres avec des objectifs à atteindre des énergies renouvelables, ce qui est une bonne chose. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'elle pousse aussi les États membres à prendre en compte de façon obligatoire et pas volontaire les objectifs de biodiversité et de stockage, d'améliorer l'état des forêts. Donc ça, l'Europe pourrait nous aider. Maintenant, évidemment, que après tout doit se faire au niveau national. Donc renforcer le service public des forêts, on l'a pas abordé, mais ça fait partie d'autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, et moi, je voudrais vraiment conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'argent public pour financer les pires pratiques, donc les subventions des abatteuses, les plantations suivies de coupes rases, la conversion des centrales à charbon en centrales à biomasse, et réorienter ça, au contraire, vers des propriétaires forestiers, pas qui décident de plus toucher à leur forêt, pour faire de la libre évolution. Ceux-là, au moins les aider, au moins faire en sorte qu'ils ne soient pas stigmatisés, parce que c'est un petit peu ça, et il y a même, enfin j'aurais pas le temps de développer, mais il y a des aides où on les force à exploiter, quoi. Donc reconnaître ça, aider à faire de la régénération naturelle, qui n'est pas subventionné, plutôt que de forcer à faire des plantations parce que vous avez un lobby des planteurs d'arbres, aider les petites scieries et les moyennes scieries plutôt que la concentration des grosses scieries de résineux, investir dans la normalisation des produits pour faire en sorte que, effectivement, si je veux acheter du bois pour ma maison, eh bien, je ne suis pas obligé d'importer des pays du Nord. Améliorer le bilan carbone de la forêt aussi, avec des filières plus courtes, plus locales, en aidant avec ces systèmes de scieries mobiles et autres, parce que le bois est un matériau écologique quand on le stocke, mais si pour l'exploiter, il a fait 3 fois le tour de la planète et qu'il a nécessité dans un lourd, c'est dommage. Donc il y a plein d'efforts à faire, encore une fois, pour pouvoir mieux utiliser l'argent public. Et surtout, on a besoin de débats contradictoires, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat dans la forêt. Pas de débat du tout, Je finis juste là-dessus, parce que c'est quand même ça qui nous a motivés à lancer ça, mais il y a la sénatrice Loisier a remis un rapport au Sénat sur l'avenir de l'ONF en juin, et c'est toujours les mêmes erreurs qu'on retrouve dedans. Enfin, une des principales certitudes est que le stockage de carbone est optimal pour les arbres en pleine croissance, pour les arbres en croissance. Il est donc écologiquement bénéfique de réduire la longueur des cycles forestiers qui atteignent jusqu'à 200 ans en Europe. Elle écrit noir sur blanc, une contre-vérité scientifique. Et ça, en fait, et elle conclut en disant « Il faut donc convaincre nos concitoyens du bien fondé des coupes ». Mais non, il faut arrêter d'essayer de convaincre les concitoyens du bien fondé des coupes et de ces erreurs scientifiques. Il faut plutôt écouter le bon sens. Pourquoi les gens se révoltent contre les coupes rases et autres, c'est qu'à un moment, le bon sens rejoint la science. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir comme débat, quoi. Je vous laisse le mot de la fin. Tout ce que je rajouterais, c'est qu'il faut absolument que cette expertise forestière rentre dans le débat climatique. Parce que sinon, on va continuer avec le statu quo. Qu'on voit n'est pas bon pour le climat ni pour l'environnement. Bon, merci à tous les deux en tout cas pour toutes les informations. Moi j'y vois beaucoup plus clair. Je dirai moins de bêtises la prochaine fois, c'est bien. Je pense que ceux qui regarderont cette vidéo aussi. Et c'est vrai que il y a beaucoup de sujets comme ça où quand on creuse, ce qui nous semble une évidence parce qu'on l'a entendu 100 fois comme pour le rapport là, sur la sénatrice, finalement est pas si évident que ça, et quand on y réfléchit un peu, on a des solutions. Ce qui est bien quand même, c'est que si on agit assez vite, on a encore les outils, au moins en France. Ailleurs en Europe, je vois pas, je n'ai pas de visibilité, mais au moins en France, avec l'ONF, même s'il y a encore des choses à faire, je sais qu'ils veulent se séparer, ils commencent à se séparer d'une partie de la filière de formation qui est en train de se privatiser, comme la filière de formation sur les métiers de l'eau qui est privatisée par Veolia. Et ça m'inquiète, parce que s'il y a un peu de filière publique et qu'on forme les gens justement à de l'agroforesterie, de business hyper industrialisé, c'est problématique, et qu'il va falloir qu'on retrouve des pratiques plus locales, plus cool, plus lentes finalement,
La forêt nous apprend la lenteur. Je pense qu'on ferait bien de s'en inspirer. Du coup, on va pas être beaucoup plus long. Merci. Merci.